Bon, bonjour, là on va faire une petite mise à jour pour notre élevage d'escargots. Donc là on est en début de matinée, donc on peut voir les escargots, il y en a un peu partout. Il y avait quelques bébés ici, on peut voir les bébés là aussi. Là. Donc les bébés là ils sont en bas au fond, là. Ça c'est des naissins, des petits escargots, donc il y en a plein en dessous. Hein. On a juste pris la feuille au fond là. Alors, on va la remettre là. Donc là on fait le tour du parc, là on peut voir qu'il y a des escargots un peu partout. Hein. Donc il y en a qui sont cachés là, on voit ici. Partout, il y en a là aussi, hein. Il y en a en dessous, il y en a un peu partout. Il y en a plein au sol aussi, il y en a qui sont dans la terre. Voilà, ici aussi pareil, on voit les escargots là qui commencent à une belle taille. Donc ça c'est les escargots qui doivent faire entre 100 et 200 grammes je pense. La plupart, celui-là par exemple, on va faire un peu plus de 100 grammes. Et puis ceux-là, on a des petits ici, ceux-là ils sont à 30 ou 40 grammes les petits là. Donc on a deux variétés d'escargots dedans. Il y a ceux-là et ceux-là. Donc ici on voit la forme n'est pas tout à fait la même, celui-là est plus arrondi là, l'extrémité, celui-là est plus pointu. Bon, ceux-là ils s'appellent des Achatina et ceux-là c'est des Achatina fulica. Donc ça ceux-là c'est les escargots qui sont mangés et qui sont aimés ici en Côte d'Ivoire. Ils sont un peu plus durs à reproduire que ceux-là. Ceux-là pondent beaucoup plus d'œufs et ils sont plus résistants aux maladies. Mais ils sont moins appréciés en Côte d'Ivoire. Donc on avait l'intention, comme j'avais parlé dans la précédente vidéo, de vendre notre récolte à une compagnie qui s'appelle Snail Ivoire. Mais je les ai contactés, j'ai eu l'un des anciens directeurs techniques et il m'a dit que la compagnie avait fait faillite. Et que, bon, c'est pas les termes qu'il a utilisés, il m'a pas dit que c'était frauduleux, mais moi j'en arrive à la conclusion que c'était frauduleux parce qu'il m'a dit que, en gros, il faisait de la formation et puis ils vendaient des aliments et ils n'ont jamais exporté d'escargots. En gros, leur business c'était de faire de la formation et de vendre des aliments, mais leur intérêt c'était pas que les gens arrivent à la production d'escargots parce qu'ils n'avaient pas de clients. Peut-être que s'ils étaient arrivés à un nombre de clients important, ils auraient peut-être trouvé quelqu'un pour les exporter, mais il semblerait qu'ils n'aient jamais exporté un seul escargot. Donc en tout cas, on n'a pas cette possibilité pour nos escargots, donc on va faire autre chose. Donc déjà, on va aller plus, probablement s'orienter plus sur ce type d'escargot, parce que c'est les escargots qui se vendent localement, et donc ça nous permet d'accéder aux marchés locaux. Et donc on a 4 possibilités, soit on peut les vendre comme ça vivants, soit on peut les mettre en hibernation et ils se conservent 2 mois, soit on peut les faire sécher, ça se conserve 1 an. Mais bon, le séchage est quand même assez délicat dans une région humide comme ça, même séché, conservation, c'est assez délicat parce qu'on est toujours presque à 100% d'humidité. Et la dernière possibilité qui nous reste autrement, c'est de les mettre en conserve. Et je crois que c'est ça qu'on va essayer. En tout cas, on va expérimenter puisque moi je sais faire des conserves. J'ai tout le matériel pour le faire, pour stériliser. Puis j'ai aussi une réserve de bocaux. Donc on va essayer de les mettre en conserve pour voir le goût que ça a. Et je me suis renseigné, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'amateurs d'escargots en conserve. Donc on va expérimenter ça dans les mois qui viennent. Donc on a au niveau du matériel à l'intérieur. Donc on n'a plus de clôture électrique depuis à peu près, je dirais, 1 mois. Donc le fil que j'avais acheté, qui était soi-disant inoxydable, a tenu peut-être 1 mois. Donc c'était mieux que le fil en galvanisé. Le fil galvanisé avait tenu 3 jours ou 4 jours. Mais bon, c'est pas suffisant. Et donc là, je viens de recevoir un fil aluminium. Donc dans les jours qui viennent, je vais changer ce fil-là pour mettre le fil aluminium et on va remettre la clôture électrique en marche. Et normalement, si c'est réellement de l'aluminium, ça ne devrait plus jamais casser. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis on va avancer avec ça. En tout cas, en ce qui concerne la production d'escargots, ça marche bien, hein, ils grossissent bien. On n'a pas trop de pertes, on voit de temps en temps des escargots morts, mais pas tant que ça.
Et puis on voit des petits un peu partout. Donc il y a les petits qui vont grossir. Hein. Il y a des œufs aussi un peu partout. On voit des escargots enterrés là en train de pondre un peu partout. Donc ça a l'air de bien fonctionner en ce qui concerne le parc en lui-même pour l'élevage. Là, maintenant, c'est des petits détails techniques pour pas qu'ils sortent la clôture là, qui n'était pas fiable. On espère que ça va être réglé. Et puis l'un des fils qui avait cassé là, des fils inox. On a mis cette fois un fil en aluminium là. J'ai été obligé de commander en France. Je le trouvais pas ici ou à prix exorbitant. Donc là, on peut voir que la lumière s'allume dès qu'on met en contact les, voilà, avec un tournevis. Là. Dès qu'on met en contact les deux fils. Donc bon, pour la clôture là, donc effectivement là, dès qu'il y a la clôture, on voit que tous les escargots sont en dessous, hein, restent en dessous de la clôture. Ça fait 2 ou 3 jours. Tiens, on le voit bien sur l'autre mur là-bas. On voit des escargots tout le long sur la clôture là. Donc je voulais parler aussi d'un autre aspect. C'est notre donc après peut-être 3 mois maintenant là, c'est la rigole qu'on a fait en haut. Donc elle protège, je dirais. Elle empêche les fourmis de rentrer, bon, sauf que les fourmis, ils arrivent toujours, il y a toujours des petits trous dans le ciment là, et je pense qu'il faudrait probablement faire un crépi dessus pour que ce soit mieux isolé. Et un autre problème qu'on a vu, c'est qu'il y a des infiltrations d'eau dans le mur. C'est pour ça que le mur est un peu moisi là, et il a même commencé à casser ici là. Donc probablement, pourtant j'avais mis un joint à carrelage à l'intérieur, là où il y avait des fissures, et j'avais mis un vernis spécial pour l'étanchéité. Mais malgré ça, il y a toujours des infiltrations dans le mur. Alors soit on arrive à faire un truc complètement étanche, soit, mon avis, ça peut être problématique quand même. Et concernant les fourmis, comme je le disais, à mon avis, la prochaine version du parc, là, faut faire un crépi par-dessus, pour éviter tous les petits interstices, parce que les fourmis sont minuscules et ont tendance à se cacher dans les petits trous et à toujours réussir à rentrer d'une manière ou d'une autre. Bon, il y a un autre élément qu'on a vu aussi, c'est que les escargots mangent le géobéton. Donc probablement ils doivent trouver du calcium dedans. Alors, je sais pas si on va le voir, ici je sais qu'on en a déjà bouché des trous. Tiens voilà, ici je sais pas si on voit, mais là il y a un trou là. Voilà, là c'est ce qu'ils ont mangé. Donc ça c'est un aspect aussi à prendre en compte. Donc probablement le prochain parc, à mon avis, il faut faire un crépi par-dessus les briques en géobéton pour éviter l'infiltration des fourmis et pour éviter que les escargots mangent le géobéton, quoi. Voilà, c'est 2 petites améliorations pour le prochain parc, mais comme je l'ai dit à la dernière vidéo, pour l'instant on va rester avec un seul parc. Le temps qu'on fasse nos expériences pour la mise en conserve ou voir si on arrive à en commercialiser déjà notre récolte, hein, avant d'essayer de faire un second parc qui sera un petit peu mieux adapté. Une dernière précision concernant l'exportation. L'exportation, j'ai dit qu'on allait essayer de faire des conserves, mais en parallèle on est en train d'essayer de voir aussi les possibilités d'exporter. Donc il semblerait qu'il y a des possibilités en France parce qu'il y a beaucoup de consommation d'escargots. Mais où il y a beaucoup plus de possibilités, il semblerait que ce soit en Asie, donc au Japon ou en Chine, qui sont des très très gros consommateurs, puis la population est beaucoup plus élevée en Chine qu'en France, quoi. À mon avis, le pouvoir d'achat est supérieur aussi. Et ce que j'ai vu, c'est qu'ils importent beaucoup d'escargots, quoi. Et il semblerait que le marché n'est pas saturé. Donc je me suis renseigné que le meilleur moyen de les approcher, c'est probablement via Alibaba. Parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs dans tous les domaines. Et je me suis dit que pour pouvoir les approcher, ce qui serait bien, c'est qu'il y a une relation de confiance qui se mette en place. Parce que c'est sûr que si je contacte des gens en disant que je produis des escargots, donc pour l'instant je ne suis pas prêt, de toute façon on ne les a pas mis en conserve. Donc déjà il faut que nous on les mette en conserve. Il faudrait qu'on filme tout ça et qu'on ait quelque chose à leur montrer pour qu'il y ait un climat de confiance qui s'installe. Donc c'est pour cette raison que depuis 2 semaines, j'ai commencé à traduire toutes les vidéos, donc en chinois, en japonais en particulier, et bon, j'ai rajouté quelques langues comme le russe aussi, parce que
ou l'espagnol, parce que c'était une fois que j'avais fait la traduction dans 2 langues, c'est pas beaucoup plus facile de le faire en 3, en 4 ou 5 langues. Mais le but c'était réellement au départ de faire simplement une version pour l'Asie, donc la Chine et le Japon, que tous nos vidéos soient disponibles, en particulier pour la production d'escargots, donc dès qu'on sera capable d'en produire en grand nombre les escargots, ils ont plusieurs milliers, et qu'on sera capable soit de les sécher, soit de les mettre en conserve. Dès que je vais contacter des acheteurs potentiels sur Alibaba, je pourrais leur donner le nom du site internet avec un filtre pour voir tous les vidéos par exemple liées aux escargots, et avec les sous-titres ils pourront voir un petit peu notre travail, et je pense que ça permettra de faciliter la mise en confiance pour les premiers achats. Donc le but de la version chinoise et japonaise c'est un peu ça. Donc on va continuer à publier toutes les vidéos sur genkari.top, donc en chinois et japonais, pour peut-être capable de les contacter, j'espère dans 6 mois ou 1 an. Et si on est capable de produire, de faire des produits transformés qu'on serait capable d'envoyer probablement en container, ou même peut-être en avion si on les faisait sécher, parce qu'ils ne resteraient pas lourds en sécher, ou hiberner, ou si on les met en hibernation aussi. Là, ça serait plus une question de poids. En hibernation, ils vont être assez lourds aussi. Mais par contre, ils se conservent pas longtemps, donc si on les hiberne, c'est que par avion. Mais à mon avis, ça coûterait trop cher le transport en hibernation par avion. Donc si jamais on arrive à les sécher, peut-être que l'avion est envisageable, parce qu'ils vont être légers. Mais à mon avis, la meilleure voie, c'est quand même la conserve, je pense. On va voir, on va essayer tout ça, puis on vous tiendra au courant sur les vidéos.